My name is Bruce Struminger, and I'm with Project ECHO. Bienvenue tout le monde, je m'appelle Bruce Struminger, je suis avec le projet ECHO à l'Université du Nouveau-Mexique. C'est un plaisir d'être le premier et vous donner la bienvenue à cette séance d'aujourd'hui COVID-19, capacité pour les travailleurs de la santé et le personnel sanitaire. Aujourd'hui, nous allons comprendre les vaccins COVID-19, sûreté et efficacité. Pour voir quelques questions de tendance, tout d'abord, l'interprétation est disponible pour vous tous en français et en espagnol. En cliquant sur le globe que vous avez en bas de votre page, vous pouvez voir le français et l'anglais sont disponibles, ainsi que l'espagnol. Et si vous souhaitez seulement entendre le français ou l'espagnol, vous pouvez cliquer sur Mute Original Audio, silence sur le vidéo original, ce qui rendait l'anglais tout à fait silencieux qui, d'une autre façon, est en arrière-plan. Nous attendons vos questions et commentaires avec impatience. Nous allons passer à peu près 35 à 40 minutes concentrés sur une foire aux questions. Veuillez partager ceci dans la boîte QA qui se trouve juste à côté de l'interprétation. Si vous avez des problèmes de logistique ou des questions sur le certificat de participation, veuillez poser vos questions ou vos commentaires dans la fonction chat et nous vous assisterons de la meilleure manière possible. Il s'agit d'une séance qui est enregistrée. Votre présence est un consentement à être enregistrée. Ces enregistrements seront disponibles après cette séance en français, en anglais et en espagnol. Et nous vous enverrons un lien pour le site web où vous pourrez retrouver ces enregistrements de cette séance d'aujourd'hui, aussi bien que les séances passées. Nous donnons également un certificat de présence via l'Université du Nouveau-Mexique où se trouve le 15 minutes avant la fin de cette séance dans la boîte chat et nous entendons vos commentaires. Il vous sera seulement nécessaire de passer 3 à 4 minutes pour participer dans ce sondage pour que vous ayez votre certificat de participation qui vous soit envoyé à la fin de ce questionnaire. Pour que vous sachiez, nous prenons très au sérieux la question des données. Vos données personnelles seront dépersonnalisées et gardées de manière confidentielle. Ce qui est partagé, c'est quelque chose qui est complètement dépersonnalisé et désidentifié. Pour que vous sachiez, cette séance en direct est basée sur les séances de formation de l'OMS. Il y a 2 séries, une pour le déploiement national et les plans de vaccination. Et les deuxièmes séances ont à voir avec les vaccinations avec les travailleurs du secteur de la santé. Aujourd'hui, c'est une de ces séances et nous allons vous envoyer les liens sur ces séances d'apprentissage en ligne pour que vous puissiez en profiter. Sur ce, je vais passer la parole à Shoshana Golden qui travaille à l'OMS. Shoshana. Merci infiniment, Bruce. Et bienvenue à tous à cette séance d'aujourd'hui, séance qui commence dès maintenant. Nous avons, comme toujours, des annonces qui sont ici sur l'écran. L'AstraZeneca a donné des recommandations pour les vaccins. On parle de AstraZeneca avec SSL, Janssen, qui aura des recommandations qui seront publiées cette semaine, Moderna et Pfizer, BioNTech et Comirnaty, qui sont les autres vaccins. Pour vous aider à l'heure d'utiliser ces vaccins, l'OMS est en train de préparer des vidéos d'instruction en cours sur la manière de manipuler, préparer et administrer ces vaccins spécifiques. Vous pouvez trouver cette information sur le cours de ressources spécifiques de l'OMS vaccin COVID. Les vidéos seront disponibles ainsi que le contenu pour les vaccins. C'est ce que vous avez en bleu. Vous aurez ces vidéos disponibles sur le site web dès la fin de cette semaine ou au début de la semaine prochaine pour la majorité des vaccins que je viens de mentionner. Diapositive suivante, s'il vous plaît.
Nous allons nous concentrer aujourd'hui sur le COVID-19, sécurité et efficacité. Nous allons commencer avec une présentation de Madame Balachishans, ce qui doit être entendu sur la sécurité, avec ensuite qu'est-ce qui vient après ça, ainsi qu'une fois aux questions qui sera concentrée sur vos questions. Donc, veuillez utiliser cette possibilité que vous avez de poser vos questions. L'objectif d'aujourd'hui est de partager l'information clé sur la manière dont les vaccins COVID-19 fonctionnent. Nous avons deux objectifs d'apprentissage. Le premier, c'est d'augmenter la compréhension de la façon dont les vaccins COVID-19 ont été développés et évalués. Le deuxième objectif d'aujourd'hui est de souligner les messages clés sur la sécurité et efficacité de ces vaccins COVID-19. J'aimerais maintenant passer la parole à Madame qui va nous présenter ce que l'on doit attendre des vaccins COVID-19. Merci, Soshana. Est-ce que vous m'entendez? Merveilleux. Eh bien, bonjour tout le monde. Je m'appelle Madava. Je travaille dans l'équipe de sécurité de vaccins à l'OMS. Je vais parler de ce qui doit être entendu des vaccins COVID-19, en particulier du point de vue de la sécurité, parce qu'en réalité, nous voulons maintenir ces conversations très courtes ainsi que l'introduction, parce que nous aimerions entendre vos commentaires et répondre à vos questions. Et c'est l'objectif principal de cette présentation d'aujourd'hui. Et la plupart des questions, espérons, elles pourront être répondues dans cette séance de fin aux questions. Je vais simplement repasser les points principaux. Madame, tu peux utiliser la fonction Zoom en haut de ta page où tu as les options. Tu peux augmenter augmenter l'image. Oui, mais désolé, merci. Alors, tout d'abord, commençons avec les éléments essentiels. Lorsqu'on regarde le vaccin COVID, voyons comment on fait un vaccin. Il y a trois façons de préparer un vaccin COVID pour tous les vaccins, en fait. La première, c'est d'utiliser toute la bactérie, l'organisme. La deuxième façon, c'est certaines parties de l'organisme qui peuvent mettre en marche le système immunitaire ou seulement certains contenus de l'organisme, qui est le matériel génétique, en fait. Lorsque l'on regarde l'organisme dans son entièreté, si on utilise toute la bactérie, la manière dont on y arrive est de trois. On peut utiliser certains produits chimiques et on inactive, on désactive le vaccin. On peut aussi avoir un vaccin atténué vif. On ne tue pas le virus, on le maintient en vie et on lui fait perdre sa virulence. Et la troisième possibilité, c'est un rétrovaccin. Et on sait que la composante est remplacée par quelque chose d'autre. Ensuite, lorsque l'on regarde la méthode Suburite, on utilise certaines parties de ce virus sur la bactérie parce que c'est suffisant pour obtenir une réponse de l'organisme. Et finalement, on utilise la composante génétique avec l'ADN pour ensuite obtenir un mRNA de manière à avoir un vaccin qui soit efficace. Alors, qu'est-ce qui est différent par rapport au vaccin conventionnel en termes de sécurité? Quelle est la différence? Lorsqu'on regarde le développement conventionnel, lorsqu'on voit un développement qui peut prendre 8, 10 et parfois même jusqu'à 20 ans, le vaccin le plus court avant ce vaccin COVID avait été le vaccin qui avait été développé sur une période de 4 ans. Il s'agit de l'Orion.
mais il y a d'autres maladies pour lesquelles il n'y a pas encore d'antigène au bout de 40 ans. Lorsqu'on regarde vaccin COVID, on se rend compte que l'existence a été réalisée en moins d'une année depuis le début des essais cliniques. Il y a donc eu un raccourcissement des phases cliniques d'essais et c'est la raison pour laquelle on doit faire plus attention aux questions de sécurité. Lorsqu'on regarde la fabrication, il y a une phase préclinique. La première chose que l'on voit dans ces cercles en couleur, c'est l'identification de la molécule qui permet de d'identifier les composantes qui peuvent mettre en place une réponse immunologique. Et ensuite, on utilise les animaux, on regarde deux choses, on voit si c'est sûr tout d'abord, et ensuite si c'est efficace. Donc, il y a du test qui est fait sur des souris, sur des primates aussi, des singes. Une fois que l'on trouve que c'est un vaccin qui est sûr et efficace, on commence avec les phases cliniques. Il y a généralement 3 phases d'essais cliniques. La première phase, c'est généralement sur des personnes qui sont saines, dans des personnes qui sont peut-être au nombre de 100, qui y sont en réalité testées. Voilà donc la phase 1 de l'essai clinique. Sur la phase 2 des essais cliniques, on augmente la taille des échantillons, on passe des 100 à plusieurs milliers et même plusieurs milliers pour le test en phase clinique 2. C'est à ce moment-là que l'on a une population saine, on a un échantillon complet de la population des êtres humains. On regarde deux choses. On voit si la dose est bien calibrée, quelle est la dose optimale, et on regarde aussi s'il y a une sécurité et une efficacité. Ensuite, on passe à la phase 3. On sait que l'on a des gens qui ont des comorbidités qui sont ajoutées à ce groupe et c'est fait sur plusieurs milliers de personnes. Et en fait, si on regarde AstraZeneca, on a à peu près 60 000 personnes qui ont été testées sur la phase 3. Après la phase 3, il y a une homologation et on arrive dans ce qui s'appelle la phase 4, c'est-à-dire que nous avons l'utilisation d'urgence et on commence à ce moment-là avec l'immunisation en masse pour tout le monde. Madame, est-ce que je pourrais te rappeler de parler plus doucement pour les interprètes? Ah oui, d'accord. Alors, voyons ce que l'on doit attendre du point de vue d'un vaccin COVID. Idéalement, un vaccin, si on voit le meilleur vaccin, c'est celui qui est capable d'éviter une infection. Et c'est ce que nous voyons à l'extrême gauche. C'est supposé prévenir une infection. Et ça veut dire quoi, prévenir une infection? Idéalement, ça veut dire que ça devrait éviter que le virus, dès qu'il rentre dans le corps humain, il soit inactivé. Mais ensuite, aucun des vaccins que nous avons est capable de faire ça. Donc, la meilleure chose après ça, ce serait d'éviter, le meilleur vaccin éviterait l'infection asymptomatique. Mais comme je viens de le dire, ce n'est pas possible. Aucun des vaccins peuvent faire cela. Mais même si ça ne peut pas prévenir l'infection asymptomatique, il devrait pouvoir éviter la maladie. Très bien. Si ça évite la maladie, certains n'évitent pas la maladie, mais au moins évitent une maladie sévère, c'est-à-dire une hospitalisation. Il est possible que vous ayez une maladie contrôlée, modérée, pas sévère. Même si vous avez une maladie sévère, le vaccin, certains vaccins évitent les maladies très sévères, ce qui veut dire de passer de l'aspect sévère à l'aspect critique, avec un pronostic réservé, et même pour aller jusqu'au décès. Et ces vaccins doivent éviter la transmission de cette maladie dans la communauté. Lorsqu'on regarde tous les vaccins qui sont fabriqués maintenant, la plupart, presque tous, sont en fait efficaces contre les maladies sérieuses et évitent le décès. Mais si vous regardez de près, la plupart ne peuvent peut-être pas éviter que le virus rentre dans le corps humain et se multiplie. Regardons en termes de vaccination, plateforme que nous avons
même si celui-ci semble un peu complexe, ce n'est pas véritablement complexe. Je dirais que nous devrions nous concentrer sur le virus. Si vous regardez le centre, le cercle, c'est le virus central. Dans le virus, vous avez des pics noirs. Le vaccin, ce que l'on peut voir en noir, s'appelle les protéines piques. Et ce qu'on voit au haut des fleurs, c'est au-dessus de ces pics, c'est là où le virus s'attache à la cellule pour essayer d'y pénétrer. Les vaccins qui sont disponibles maintenant, les vaccins antillaires, aussi bien que les autres, peuvent produire des anticorps contre ces protéines piques. Et ça permet d'évenir la maladie. Donc, si on regarde ceci, c'est comment le vaccin fonctionne présentement. Vous avez aussi des vaccins qui sont ceux qui tuent avec un organisme qui doit produire un mécanisme d'immunisation. Si on peut passer à la diapositive suivante. Cliquez, suivant, s'il vous plaît. Suivante, voilà, merci, merci. Alors, si vous regardez cette option particulière qui est maintenant sur les plateformes de vaccins, il s'agit d'une thérapie de cellules immunitaires qui n'est pas très utilisée, mais ce n'est pas très fréquent. Mais vous avez déjà des vaccins inactivés qui sont disponibles, des vaccins atténués qui sont en train d'être fabriqués maintenant. Si vous voyez, ceux qui se trouvent, qui sont présents, sont assez uniques. Ce sont ceux que vous trouvez à la droite qui sont les rétroviraux. Et on a parlé de ça au début de la séance. Lorsque nous parlons de la gauche, c'est les vaccins nucléiques basés sur l'acide. Il y en a deux. Il y a le mRNA et il y a le vaccin ADN. Et ce sont les deux vaccins capables qui ont été créés après la pandémie du COVID. Et vous allez me dire, est-ce que c'est nouveau? Ce n'est pas nouveau. Mais si vous regardez les vaccins qui se trouvent à droite, non, ce n'est pas tout à fait nouveau parce que ça a déjà été utilisé pour l'Ebola. Et donc, ce n'est pas une grande nouveauté. Mais si vous regardez les vaccins basés sur l'acide nucléique, c'est assez nouveau comme technologie, mais c'est utilisé pour le traitement des cancers et c'est utilisé également de manière assez intensive dans d'autres cas. Je ne vais pas rentrer dans des détails trop compliqués, mais j'aimerais vous dire que si vous voyez les vaccins acides nucléiques, ce qu'on retrouve à gauche de l'écran et sur la partie blanche, et vous voyez, il a un vaccin ADN et un vaccin RNA fabriqués. Regardons les RNA. Il y a deux vaccins, Pfizer et le Moderna. Ce sont les deux RNA. Qu'est-ce que cela contient? Et si vous regardez ce qui retrouve en bleu tout autour, c'est la lipoprotéine, où il y a un messager RNA qui se trouve à l'intérieur. Alors, vous me dites, c'est pourquoi? Parce que, très simple, le message RNA ne peut pas être injecté dans le corps humain parce que ce sera détruit automatiquement à cause des enzymes qui se trouvent dans le corps humain. Donc, la lipoprotéine qui se trouve là protège, c'est une couche de protection. Et une fois que c'est injecté, ça arrive dans le deltoïde, ça va rentrer dans les tissus à côté. Et quand ça rentre dans les cellules, dans les tissus, la lipoprotéine va s'attacher aux cellules et le messager RNA va à ce moment-là rentrer dans une partie particulière de la cellule où il y a une programmation pour qu'il y ait une création de protéines de pic. Et vous allez donc voir une création et le corps, avec son mécanisme, va réagir. Et quand cette protéine pic va être identifiée, le corps va commencer à générer des anticorps. Et ces anticorps vont identifier
votre coronavirus plus tard pour préparer une réponse immunologique. Lorsque l'on regarde ce qu'il y a en vert ici, il s'agit, si vous regardez la particule, c'est très immunologique et un des grands avantages, particulièrement avec le vaccin RNA, c'est le fait que ça peut être rapidement développé à moindre coût et que la question antigénique peut être modifiée, ce qui veut dire que l'on peut préparer des variations avec une technologie disponible. Ensuite, le problème, c'est que parfois, on peut avoir des effets adverses selon la séquence des gènes qui sont introduits dans le RNA qui pourrait se trouver là. Et il y a également un risque empirique avec les conditions humaines comme l'immunité de la personne. Il y a des vaccins ADN qui ne sont pas disponibles, mais là, il y a des risques de pénétration dans les cellules. Mais ça n'a pas encore été prouvé et donc il faut attendre pour voir si ça pourra être utilisé sur des humains. Voyons les vaccins rétroviraux. Il y a d'abord il y a celui qui est répliqué et il y a le deuxième qui est non répliqué. Comme le nom l'indique, ce qu'il se passe, c'est qu'on prend la capsule d'un virus particulier. Si on regarde le vaccin AstraZeneca, ils utilisent le virus immunologique des chimpanzés. On prend la coquille, si vous voulez, et à l'intérieur, il y a une introduction du coronavirus. Le gène pic est introduit là-bas, et lorsqu'il est introduit, il est alors, une fois qu'il est injecté dans le corps humain, ceci est exprimé, comme je viens de le dire, et ça motive, ça stimule le corps pour la production des protéines pic. Je dois vous avertir que le vaccin AstraZeneca n'est pas de réplication. Donc, le grand avantage, c'est le fait qu'il y a une immunité, mais le désavantage, c'est que les doses répétées peuvent amener une immunité à la réaction virale. Il est possible qu'il y ait une seule dose seulement. Mais selon la source du virus, et supposons que le corps lui-même a une protection, a une certaine immunité contre le virus, contre la coquille qui est en train d'être injectée, ça peut être un problème. Et parfois, il y a aussi ce que vous trouvez à la fin, là, c'est un risque théorique de mutagénésis dû à l'intégration du vecteur viral dans le génome récepteur. Ensuite, voyons voir du point de vue de la sécurité. Et lorsque l'on regarde cela, ce que l'on sait, ce qu'on ne sait pas, lorsqu'on regarde les vaccins rétroviraux, lorsqu'on regarde les plateformes, nous savons que ces vaccins sont très efficaces sur base des essais cliniques et aussi des vaccins qui sont donnés. L'incidence de cette maladie est en train de baisser. Et on sait qu'effectivement, c'est efficace. Mais on ne sait pas encore la durée de cette efficacité. Est-ce que l'on doit donner des doses de renforcement ou pas? Quand on regarde en termes de fabrication, lorsque la fabrication est à petite échelle, en particulier pour les essais cliniques, nous savons que c'est sûr. Et quand de petites doses sont données, on dit OK. Mais lorsqu'il y a une fabrication en gros, avec des millions de doses qui sont fabriquées de manière quotidienne et on commence à les administrer en masse, on ne sait pas si ce que l'on voit au cours des essais cliniques à petite échelle peut être répliqué à plus grande échelle. Ensuite, par rapport au transport et le stockage, lorsqu'on regarde le vaccin mRNA, on doit avoir une température qui peut être moins 70 pour Pfizer ou moins 20 pour les vaccins Moderna. C'est parfois très difficile, en particulier dans les pays à bas revenus ou revenus modérés. Donc, voici un premier problème. Deuxièmement, on ne sait pas
à cause de ce stockage particulier de température, si quelque chose change, comment est-ce que ça va avoir un impact sur l'efficacité et la sécurité du vaccin? Au niveau de la vaccination, on veut éviter la maladie, mais on sait, et tous les vaccins, comme je l'ai mentionné au départ, évitent la maladie sévère, mais on ne sait pas quelle prévention de cela et ça a sur la transmission au niveau de la population. Quand on voit les réactions adverses, les gens ont une connaissance de la réaction. Si vous trouvez des gens qui reviennent et qui disent oui, un instant s'il vous plaît. Voilà, donc on a des cas, des patients et des personnes qui n'ont pas eu de problème. Mais on ne sait pas véritablement ce qu'il se passera à long terme. Quels sont les effets à long terme après une semaine, après un mois, après 6 mois? Ça, c'est la première chose. Et ce que l'on ne sait pas, c'est comment les vaccins vont se comporter dans les sous-populations. Qu'est-ce qu'il va se passer pour les personnes qui ont des problèmes antérieurs, conditions cardiaques, hypertension, diabète, ce genre de situations et conditions? On ne sait pas. Et l'efficacité et sécurité est très bonne, sont très bonnes pour les personnes de moins de 65 ans, mais avec les essais cliniques qui ont été montrés hier, Johnson & Johnson, nous savons qu'il y a des essais cliniques qui ont été menés sur les personnes de 65 ans, mais d'autres vaccins, les essais cliniques étaient pour des personnes entre 18 et 60 ans. Donc, il y a une population qui est incertaine, comme par exemple les personnes qui sont enceintes ou qui ont des problèmes immunologiques. Ce n'est pas clair pour ces groupes de population. Donc, ici, c'est une diapositive qui est assez importante du point de vue de la sécurité pour vous donner une idée sur ce qu'il se passe. Je veux attirer votre attention sur cette diapositive parce qu'il y a une description de la sécurité. Les données, vous êtes du personnel de la santé, vous allez vacciner une personne particulière et cette personne a fini par avoir une réaction adverse. Vous allez renseigner et vous ne savez pas véritablement, avec le peu d'informations que vous avez, comment est-ce que ça a été transmis au niveau global? Comment est-ce que cette information va être utilisée? Ici, 3 choses à dire. À gauche, vous avez la partie subnationale. Au milieu, vous avez la partie nationale. Et à droite, vous avez la partie mondiale globale. Et si vous regardez au niveau subnational, vous allez tout à fait en bas de cette partie, vous voyez 3 personnes qui sont là. Une, c'est le travailleur sanitaire. Vous avez l'infirmière et le médecin. Une fois que la personne est vaccinée, si elle a une réaction adverse, elle vient trouver une de ces personnes, dire voilà, j'ai ce problème. Quand cela se produit, qu'est-ce qu'il se passe? Il y a un document, chaque pays a reçu un document de rapport. C'est un document très simple avec une page qui est remplie par ce groupe particulier. Une de ces personnes envoie ceci au district, ce que vous voyez au milieu. Certains pays ont des méthodes électroniques informatisées pour la récolte des informations et ensuite, ça arrive au niveau du district. Au niveau du district, ce qu'il se passe, c'est qu'il y a un nettoiement ou un nettoyage de données. Donc, vous donnez des informations, des données, et ce qu'il se passe au niveau du district, il y a un filtre pour diviser en 2 catégories. La catégorie sérieuse et la catégorie pas aussi sérieuse. La catégorie sérieuse sont des conditions comme un décès, une hospitalisation, une incapacité, anormalité congénitale et un autre événement qui soit d'intérêt médical. Une fois qu'on est passé par là avec un effet sérieux, par exemple un décès ou une hospitalisation, il y a une enquête qui est initiée, une recherche qui est initiée au niveau du district. C'est ça qu'il se passe. Maintenant, qu'est-ce qu'il se passe avec l'information que vous envoyez du district? C'est envoyé de là au niveau provincial
parfois, ça s'appelle la zone ou l'État. Dans cette zone, dans cette province ou à l'État, il y a 3 groupes de personnes qui utilisent les données. Il y a le programme d'immunisation qui sont au sein de la province, qui sont en charge de cette province, le régulateur national qui sont présents au niveau de la province et le personnel de surveillance. Et ces informations sont transmises ensuite aux personnes qui se trouvent dans la colonne du milieu au niveau national. Et au niveau de la base de données nationale, qu'est-ce que vous trouvez? Vous avez une information qui est partagée entre le programme EPI et également les régulateurs. Il y a énormément d'informations qui est partagée. Les fabricants de vaccins également partagent des informations importantes au niveau national avec les autorités. La donnée nationale qui est partagée avec l'EPI et les législateurs, les régulateurs, sont ensuite transmises. Comme quand vous parlez de données qui sont partagées avec quelqu'un d'autre, il faut parler de confidentialité. Qu'est-ce qu'il se passe? Il se passe que cette information est encryptée en format spécial qui s'appelle E2B pour être ensuite intégrée sur la base de données mondiale qui se trouve à droite. C'est ce que vous voyez. C'est le programme de suivi international. Et là, tous les pays du monde ont envoyé ces informations dans cette base de données globale mondiale. De là, les pays ensuite partagent les informations. Une fois que c'est placé là, l'information est réunie par l'OMS et également 2 équipes. L'équipe de vigilance et l'équipe de préqualification. Ces 2 équipes sont en charge de l'utilisation et du triage des informations. L'équipe de préqualification reçoit également des informations sur la sécurité périodique. C'est également partagé avec l'OMS et l'OMS partage cela avec des comités. Vous avez entendu parler du CENCH, qui est le groupe stratégique des experts qui partagent ces informations avec le comité sur la sécurité, par exemple. Et ici, il te reste 1 minute, simplement. OK, ce sera ma dernière diapo. Et puisqu'on est à court de temps, ce que vous voyez ici, ce sont les dates du 10 mars. C'est les vaccins préqualifiés qui sont passés par le processus de préqualification de l'OMS. Comme ça a été mentionné hier, seulement le vaccin Johnson & Johnson est passé par là. Dernière diapositive. Et ici, on partage ceci avec vous. Vous pouvez partager les liens pour plus d'informations. Je te repasse la parole, Sosana. Merci pour cette analyse de la façon dont les vaccins COVID fonctionnent. C'était extraordinaire. Alors, parlons de ce qui vient avec les séries. Je me dirige à vous maintenant pour voir quelles sont vos questions. Les enregistrements de ces séances seront disponibles en anglais, en français et en espagnol. Vous pouvez continuer à poser vos questions, partager vos expériences une fois que la séance sera terminée sur nos différentes plateformes. Prochain sujet, c'est la génération de l'acceptation de demande pour COVID-19. C'est pour nos points de concentration nationaux et internationaux. Et vous avez ici un lien pour vous inscrire. Pour les travailleurs et personnels sanitaires, informés sur les vaccins COVID-19, suivis et AVFI. Ce sera le 30 mars. Et le 6 avril, encore une fois, pour les points nationaux et internationaux, nous allons parler de stratégie de vaccination pour la vaccination COVID-19. Les diapositives d'aujourd'hui seront partagées sur notre site également. Voilà, nous sommes arrivés à la partie de fois aux questions de cette retransmission. Ce que nous allons faire, c'est prendre les questions que vous posez dans QA, questions-réponses, poser autant de questions que vous souhaitez poser. Nous essaierons de répondre de manière verbale et écrite.
Toutes les questions en rapport avec ce sujet seront partagées avec nos experts techniques et seront répondues. Madame, Mélanie, Aya, veuillez brancher vos vidéos, s'il vous plaît, et nous allons commencer à regarder quelles questions ont été posées. La première est celle-ci. C'est pour Madame et pour Mélanie également. Il y a une série de questions au sujet des effets à long terme des vaccins COVID-19 et à court terme. Quels sont les effets secondaires principaux pour les différents types de vaccins COVID-19? Je sais que Madame, tu en as parlé très brièvement, mais ce serait excellent si vous pouviez donner une explication assez brève pour les effets secondaires à court, moyen et long terme. Que peut-on attendre de ceci? Très rapidement, il faut que ce soit clair qu'on doit comprendre ce que c'est court terme et long terme, et ce que l'on sait, ce que l'on ne sait pas. Comme je l'ai dit antérieurement, au moment, il y a la phase 1, phase 2, phase 3 au niveau des essais cliniques, et durant ces phases spécifiques, vous savez ce qu'ils font, ils vaccinent les personnes, les participants à ces essais cliniques, et ensuite on fait un suivi. Et toute l'information qui nous est donnée est basée sur les résultats de ces essais cliniques. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, l'information nous vient sur les rapports de personnes comme vous qui nous donnent aux différents niveaux. Et c'est ce qui s'appelle un rapport spontané, basé sur les essais cliniques. Qu'avons-nous? Sur base des essais cliniques, on a des effets adverses en deux catégories. Tout d'abord, il y a la réaction locale. Qu'est-ce qu'il se passe sur le site d'injection? Si vous voyez un problème et avec un gonflement, parfois les gens ont également une irritation autour de l'endroit de l'injection. C'est très, très fréquent. Attendez-vous à ça et dites à votre personnel que ceci se produira. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose à attendre, c'est systémique. Une fois de plus, s'il y a des effets contraires adverses, c'est par exemple de la fièvre, certaines personnes ont des nausées, d'autres personnes ont beaucoup de fièvre, donc ont des gonflements des glandes. Donc, vous devez tenir en compte tout ceci. Ce sont les effets contraires adverses à court terme. Maintenant, rappelez-vous ceci, il y a d'autres choses à long terme. Lorsque vous regardez les effets adverses à long terme du point de vue du vaccin COVID-19, on n'a pas beaucoup d'informations sur ce qu'il pourrait se produire. On parle à long terme, moins d'une semaine, oui, mais à long terme, on n'a pas d'effet à long terme et contraire. On a des informations qui ont été faites, qui ont été collectées durant les essais cliniques, c'est le suivant. Pendant les essais cliniques, il y a des informations qui nous ont été données, certains événements d'intérêt qui sont les effets contraires ou adverses d'intérêt particulier. Par exemple, au niveau des essais Pfizer, il y a des essais qui ont été faits, il y a une paralysie faciale qui arrivait plus pour certains groupes, mais aussi pour la population dans son entièreté. Il a été trouvé que ce n'était pas très important. Mais pour couvrir les choses, il faut faire un suivi de ces événements d'intérêt spéciaux. Sachez que pour ce qui nous concerne, les effets à court terme, on les connaît, mais les effets à long terme, on est encore en train de les étudier pour voir lesquels ils sont. Merci, madame. Il y a une série de questions sur le vaccin AstraZeneca et les rapports qui nous ont été donnés sur la coagulation. Je vais vous passer la parole pour répondre à cette question. Mélanie? Moi? OK. Bon. J'ai beaucoup parlé. Je voulais simplement savoir si quelqu'un d'autre voulait intervenir. Je serais très heureux de céder la parole. Mais je peux répondre. Bon, OK. Alors, très bien. Alors, voilà, je vais vous expliquer.
Vous avez tous lu qu'originellement, ceci a commencé en Autriche dimanche passé avec des rapports qui sont arrivés de coagulation. Quels sont ces problèmes de coagulation qui vous arrivent de l'Autriche? Il y avait une personne qui a eu des caillots pulmonaires et cette personne a créé une certaine inquiétude. Ce qu'il s'est passé, c'est que de manière préventive, plusieurs pays initialement se sont dit c'est en rapport avec un groupe de production, un lot de production, mais c'était particulièrement en Europe et en Thaïlande ce qu'ils ont fait, ils allaient mettre un stop à la vaccination jusqu'à ce que davantage d'informations soient obtenues. Maintenant, il semble, hier, on a remarqué qu'il y a d'informations de plus grands pays comme la France, l'Allemagne, l'Italie également. Et ces pays ont également mentionné qu'ils ont trouvé des problèmes. À date d'aujourd'hui, l'information est que c'est sujet à débat et cet après-midi, il y aura une réunion du comité de sécurité où ce sera débattu avec les données et sur base des données, il y aura une position particulière qui sera adoptée. Merci, merci Madame pour cette réponse très utile. Et voici une question sur le système de compensation. Je voudrais savoir comment découvrir davantage. Oui, il y a un site web avec ces réponses. Il y a eu deux questions qui ont été posées ici. C'est covaxclaims.com. C'est là que vous aurez les réponses. Ce programme a été préparé pour 82 économies qui reçoivent le vaccin via COVAX et ceci donne un mécanisme de compensation juste pour ceux qui ont des événements permanents sérieux ou des décès. Et il y a beaucoup d'informations qui se trouvent là-bas. Le programme, le site va être actif le 31 mars, mais vous pouvez déjà y avoir y accès pour voir comment vous pouvez présenter une demande. Il y a une fois en question également. Certains pays ont déjà reçu les vaccins et ont commencé avec leur processus de vaccination. Et si ces candidats ont des événements négatifs, défavorables, contraires, avec également un décès avant que le programme soit complètement lancé, et il a une possibilité de présenter ces demandes et vous pouvez avoir accès à ce site web. Merci, Alia. On a des questions ici sur la manière dont la vaccination peut être menée COVID-19. C'est particulièrement si les patients post-COVID-19 doivent être vaccinés ou pas, et si les personnes plus âgées de 65 ans devraient être vaccinées ou pas. Avez-vous des commentaires à faire? Oui, bien sûr, sur l'aspect de la vaccination après une infection ou un cas confirmé, ce que l'OMS recommande pour les vaccins, il y a une recommandation de ne pas vacciner dans la phase aiguë de la maladie, mais les patients peuvent être vaccinés après cette phase aiguë qui soit terminée. Ceci dit, les individus pourraient, car il y a des niveaux de protection qui sont créés, il semblerait qu'il y ait une protection qui peut aller jusqu'à 6 mois. Les individus peuvent souhaiter attendre la vaccination jusqu'à ce que les 6 mois soient passés, mais c'est une décision individuelle et il n'y a aucune raison de ne pas vacciner quelqu'un qui ait eu une maladie aiguë. Au sujet de la vaccination des personnes plus âgées, encore une fois, l'OMS a émis des recommandations pour la vaccination sans limite d'âge.
On peut commencer dès 16 ou 18 ans, respectivement, sans aucune limite dans l'âge en allant vers le haut. Merci. Une question qui vient maintenant, c'est quelle est la période de temps à observer entre la vaccination COVID-19 et d'autres vaccins? Par exemple, le vaccin de la grippe. Quelle période de temps doit-on respecter entre les deux vaccins? Pour l'instant, on recommande une marge de 14 jours entre la vaccination COVID et des autres vaccins. Merci, merci infiniment. Nous avons maintenant une question sur pourquoi les vaccins COVID-19 n'utilisent pas un système traditionnel. Quelle est la sûreté de ces vaccins? Alors, je voudrais simplement vous dire qu'il y a énormément de recherches qui sont faites avec le suivi des vaccins parce que, d'après ce que j'ai cru comprendre, ça doit être particulier au vaccin. Et comme nous faisons ça très vite, pour ces recherches particulières, il faut voir les conditions sur le terrain. Donc, ça va prendre du temps. Ça, c'est la première chose. Numéro 2, on s'attend à ce que les vaccins soient distribués et administrés rapidement. Et pour une période très courte de temps, on n'aura pas les informations, mais nous espérons que on puisse changer ça très vite. Et la deuxième question, c'était quoi? C'était quoi? Oui, la question, c'était sur le vaccin vecteur viral. Oui, alors, qu'est-ce qu'il se passe ici? Vecteur, ça veut dire quoi? Ce qu'il se passe, c'est que on a quelque chose, lorsqu'on regarde la capsule, on prend les composants de la capsule, on voit la partie centrale. Qu'est-ce qu'il se passe? C'est que c'est quelque chose qui a cet aspect. On a la coquille de la capsule, ce styron se jette une est pris d'un virus et la partie centrale a été modifiée pour introduire un génome de la protéine épique du coronavirus de manière à ce qu'il y ait une capsule unique. Et c'est ce qu'on appelle le vaccin viral vecteur. Voilà. Merci, merci beaucoup. On a une question sur FI. Et, Aya, est-ce qu'on peut parler du mécanisme de compensation NFC et AFI? Aya, je crois que tu es avec le micro coupé. Ah oui, désolé. Donc, la question, c'est est-ce qu'on peut demander la compensation s'il y a un effet négatif en délai? Oui. Alors, il y a une série de facteurs qui interviennent ici. Les demandes peuvent seulement être faites après 30 jours après l'effet négatif. Il faut une période de 30 jours, sauf s'il y a un décès, bien sûr. Ça, c'est pour être certain qu'il s'agit d'un effet négatif permanent, sérieux, une blessure, une lésion qui est causée par le vaccin. Il y a deux composantes aussi. La première, c'est qu'on a 24 mois de temps du moment où le vaccin arrive sur le marché et à partir de là, il y a 24 mois où les demandes peuvent être faites pour ce vaccin spécifique. Et une fois au-delà de ces 24 mois, il y a 36 mois supplémentaires. Il y a donc un maximum de 5 ans plus ou moins pour présenter une demande. Ça, c'est au niveau des temps. Il n'y a pas de temps sur la durée après, mais vous avez l'administrateur avec des groupes d'études et on regarde est-ce que c'est la cause la plus probable de l'effet négatif. Si c'est plus tard, ce sera encore étudié et la demande sera acceptée ou pas. Sur ça, je voudrais rajouter une chose, et par rapport à une chose dont elle a parlé. Oui, alors,
ceci est un public qui est de personnel sanitaire, mais je voudrais insister sur le fait de l'importance de la documentation, le nom du fabricant, le lot des vaccins, tout est important. Donc, si vous avez un effet négatif ou défavorable, si la documentation n'est pas complète, ça ne servira à rien, tout est perdu. Oui, absolument, c'est vrai, c'est absolument essentiel. Et en fait, il y a pour le processus de demande, il y a un formulaire et que la personne ou le représentant légal remplit. Et le deuxième document est rempli par le personnel sanitaire et le personnel soignant. Et c'est là où il faut avoir un document qui soit complet. La question, c'est pourquoi certains vaccins COVID-19 ne doivent pas être secoués. Pourquoi? Ne devraient pas être quoi, pardon? Secoués. Certains vaccins COVID-19, les instructions sont de ne pas les secouer, et ce qui n'est pas très habituel pour le vaccin en général. Est-ce qu'il y a des commentaires à ce sujet? Non, moi, je ne peux pas répondre à cette question. Je peux peut-être demander à Madame. Oui, Chachana, la question, c'était quoi encore? Oui, donc, certains vaccins COVID-19 ont des instructions de ne pas secouer le vaccin, mais plutôt de le tourbillonner, tournoyer. Oui, alors, effectivement, il y a une différence entre le vaccin habituel et le COVID-19. En particulier, quand on parle de la reconstitution, en particulier quand on parle de congélation, c'est très important, pas seulement pour le vaccin COVID, c'est pour tout. On ne doit pas le secouer violemment quand on est en train de vacciner. Il y a une raison très importante, c'est que si vous regardez, les molécules doivent être mélangées, mais il est suffisant de simplement taper très légèrement ou de tourbillonner un tout petit peu de manière à mélanger. Mais lorsque l'on regarde les vaccins, il y a une suspension avec les lipoprotéines, les molécules, comme j'ai mentionné, et ça se trouve, la lipoprotéine est présente, la coquille est présente dans chaque molécule. Donc, si on secoue violemment le contenu, ça va déranger l'architecture et la structure de la molécule du vaccin. Très bien, merci, Madame. On a ici une série de questions avec les personnes qui demandent si le vaccin COVID-19 va protéger les gens et éviter une transmission de l'infection. Madame et Mélanie, est-ce que ça évite la transmission d'autres personnes? Oui, la réponse en cours, c'est qu'on n'a pas encore suffisamment d'informations sur la transmission. Il faut attendre pour voir à plus grande échelle. Il y a certains indices qui laissent supposer que ça pourrait éviter la transmission, mais on n'a pas encore les données suffisantes pour se prononcer. Merci, Mélanie. On a plusieurs questions sur les questions spécifiques du COVID-19. Une des questions, c'est sur le virus, l'ADN du virus. La deuxième question, c'est la propriété de certains médicaments, vaccins et mRNA vont déterminer ce qui est généré. Pourrais-tu répondre à ces questions? Durant ma présentation départ, j'avais été très clair. Et si on voit comment ça fonctionne, le mRNA, on me pose des questions techniques ici. Voilà, ça rentre dans l'ectoplasme et ensuite ça rentre dans le noyau. Et à ce moment-là, ça
n'intègre pas, je répète, ça n'intègre pas avec l'ADN qui se trouve dans le noyau. Au contraire, ce qu'il se passe, c'est que la cellule est programmée pour donner des instructions qu'il y a l'endoplasme dans l'ectoplasme et ensuite il y a la zone. Et donc, ça fait quoi? Ça donne les instructions aux zones de créer des photocopies. C'est comme une photocopie du mRNA qui ensuite stimulera la création de protéines qui sont les protéines piques et ces protéines piques vont sortir de la cellule et ensuite la protéine pique sera sortie de la cellule et sera perçue ou sera visible au système immunologique qui va préparer une réponse T-cell, cellule T, pour produire des anticorps. Mais, comme je le dis maintenant, il n'y a pas d'intégration de la mRNA dans la cellule réception. Merci, Mada. On a une question en rapport à la narrative. Quel est le discours qu'on peut avoir pour que les patients comprennent l'efficacité et la sécurité des vaccins? Madav et Mélanie, est-ce que vous voulez mettre un commentaire à ce sujet? Qu'est-ce qu'on doit dire aux patients? Je sais que l'on a une série de sources de nos séances antérieures, mais je voulais vous poser cette question également avec ces ressources particulières. OK, alors, une des ressources les plus utilisées, et je le dis maintenant, pour les communications spécifiques, le lien que nous avons donné dans la présentation au niveau des modules. Un de ces modules spécifiques est pour le vaccin COVID. Et il s'agit d'une immunisation. Ce qu'il se passe, c'est que il y a une communication en rapport avec le vaccin qui est utile. Numéro 2, j'aimerais également vous dire qu'il y a un module qui a été créé par l'OMS avec un livre qui s'appelle « Sécurité, vaccin, événements, gérer les réponses de communication ». Et je pourrais partager ce lien avec vous. C'est quelque chose qui est très bien écrit, très bien rédigé, avec des termes et des idées qui permettent de gérer ce type de situation. Merci, madame. Quelle belle opportunité de pouvoir continuer avec des formations par rapport au COVID-19. Il nous reste 3 minutes de temps. Une ou deux questions. Et il y a des questions qui sont sans réponse, mais qui seront transmises à nos experts pour qu'ils y répondent après cet appel. Et quelques questions avec Madev et Mélanie. Au niveau des interactions des vaccins avec d'autres médicaments, que se passe-t-il? Est-ce qu'il y a des études qui ont été menées avec les effets de l'AstraZeneca pour les personnes qui sont immunocompromises? Est-ce que vous pouvez répondre à ces deux questions sur les contre-indications possibles et l'utilisation de ces vaccins? Mélanie? Oui, alors, du point de vue de l'OMS, il y a eu un certain nombre de personnes avec des comorbidités qui varient selon les vaccins, mais c'est avec des personnes qui ont des comorbidités. Il y a certaines données sur des personnes qui souffraient de diabète ou de maladies cardiovasculaires ou d'autres facteurs de risque qui peuvent augmenter le risque. Mais on recommande effectivement l'utilisation du vaccin pour ces groupes spécifiques où nous n'avons pas une recommandation à faire, c'est si la personne a eu une hypersensibilité au niveau de réaction avec d'autres vaccins. Il s'agirait ici d'une contre-indication.
Merci. Je vais terminer avec une dernière question. Est-ce qu'il y a cette question? Il y a un site qui fait un suivi de COVID-19, du vaccin. Oui, je crois que c'est une question qui est très importante. Alors, qui fait un suivi de ceci au niveau mondial? Alors, vous devriez comprendre qu'il y a une chose, comme je l'ai dit tout à l'heure avec ma présentation, je vous ai montré le flux des informations. Les informations, les données que vous, chacun d'entre vous, personnel soignant, transmet. Vous savez-vous que tout ceci va sur le centre de suivi qui est en Suède, reçoit plus de 20 millions de ECSR, qui sont des rapports sur la sécurité depuis 1917, plus ou moins. Donc, ils reçoivent les informations d'effets contraires, négatifs et d'immunisation. Ce centre de données qui est en Suède, qui sont les personnes qui y ont accès. Vous avez les autorités législatives de régulation des pays qui ont le droit à avoir accès à cette base de données spécifique. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont utiliser un mot de passe, un nom, et ils vont pouvoir avoir une idée. Ceci est essentiel. Je vous attire l'attention, c'est que vous ayez l'information et que vous transfériez cette information à la base de données mondiale. C'est très important parce que ça va nous permettre de réagir. Et c'est à ce moment-là que nous pouvons commencer à avoir des conclusions qui à tirer de tout ceci. Eh bien, merci, mesdames, et merci à tous nos présentateurs sur cet appel. Madame, Mélanie et Alia, merci aussi à nos interprètes, à l'équipe ECHO et à vous tous pour votre présence aujourd'hui. Nous allons mettre un terme à cette séance. Les enregistrements en français, espagnol, anglais, français, espagnol seront disponibles après cet appel, ainsi que le reste de ces questions. Je vous remercie encore une fois. Une belle journée à tous. Et si vous avez des commentaires finaux, c'est à vous. Non, merci. Ça a été très utile de vous parler. Et rappelez-vous, vous avez un rôle essentiel dans le développement et l'administration des vaccins. Merci. Mélanie, Alia, des mots de conclusion? Et juste dire merci. Merci pour cette invitation. Alia, je crois que tu as le micro coupé. Eh oui, c'est habituel. Merci à tout le monde pour la participation et pour les questions qui ont été posées. Excellent. Merci. Profitez du reste de la journée, matinée ou après-midi ou soirée. Merci.